principalement techniques et avec les contrôles des travaux. Et dans le cadre de ces activités, Komo Challenge aussi a son volet scientifique. Et le volet scientifique s'appelle le Komo Challenge Science. Donc Komo Challenge Science, nous avons plusieurs activités qu'on organise, notamment des conférences scientifiques, des ateliers, mais nous avons surtout cette revue qu'on appelle la revue Komo Challenge, qui paraît chaque semestre et pour lesquels les articles qui sont présentés chaque parution sont des articles hautement scientifiques qui suivent une rigueur scientifique pour être publiés. Et c'est pourquoi la charge de sélectionner les articles et les faire aboutir de leur forme nommée jusqu'à leur forme d'article est assurée par le professeur Tamoma et toute son équipe qui est le directeur de rédaction. Donc voilà, en quelques mots, la présentation de Komo Challenge et le nouveau service. Pour la présentation de ce volume 3, numéro 1, je vais laisser la parole au professeur Tamoma qui va donner le résumé de chaque article, comme l'a dit le modérateur. Voilà, merci beaucoup et encore une fois, bienvenue. Merci, monsieur le modérateur. Comme vous venez de le dire, monsieur le directeur gérant du Komo Challenge, c'est toujours un plaisir de vous présenter les résultats des publications qui sont faites à l'issue de la parution des numéros du Komo Challenge. Nous vous rappelons que nous sommes à la 3e année. C'est pour ça que nous sommes au volume 3. Et nous avons déjà produit pendant les 2 premières années, ça fait 4 numéros. Et nous sommes au 5e numéro depuis que cette revue paraît. Depuis 2018, je crois. Oui. 19, 20, 21. Je ne sais pas absolument quand est l'article publié maintenant. 23. Nous sommes au 23e article. Donc, le nombre d'articles publiés depuis le début, ça fait 23. On a déjà fait évidemment près d'une centaine d'articles qu'on a traités. Et comme on venait de vous le dire, la revue Komo Challenge est un journal scientifique. Et sur ce point-là, nous tenons beaucoup à la qualité des articles, la raison pour laquelle nous sommes relativement très exigeants. On ne va pas dire très exigeants, mais ce sont des exigences scientifiques que nous contraignent à la rigueur pour que nous puissions avoir des produits de très bonne qualité. Ce volume 3 contient aussi 2 numéros. Donc, le premier numéro est apparu au mois d'août. Le prochain va apparaître au mois de janvier 2022. Et dans le numéro du mois d'août, donc nous avons 8 articles qui ont été soumis pour publication. Et après évaluation, seulement 4 ont été retenus, 2 ont été rejetés et 2 ont été reconduits. Donc les articles continuent leur parcours normal d'examen, de correction, d'amendement, le temps d'arriver à la maturité nécessaire pour que ce soit publié. Nous vous rappelons que le fait de renvoyer l'article ne va pas dire qu'il est automatiquement publié. Il peut passer facilement une année avant qu'il puisse être publié. Ce sont les règles d'exigence qui nous contraignent à pouvoir nous rassurer que le contenu est scientifiquement acceptable, que la méthodologie est appropriée et que la qualité des résultats vaut la peine d'être publiée scientifiquement. Et donc, pour ces 4 articles publiés, il y a un article en anglais et 3 articles en français. Il y a des thèmes relativement très intéressants sur ces premiers numéros. Le point relativement intéressant, c'est que sur les 4 articles,
Il y a un article qui traite par exemple de la question de l'industrie. Vous savez que depuis un certain nombre de temps, au niveau du gouvernement, on parle du plan directeur d'industrialisation. Et donc cet article qui est intitulé Foreign Direct Investment in Productivity of Local Manufacturing Firms in DRC in search of inter-industry spillovers, pour dire en français, retomber des investissements directs étrangers en République démocratique du Congo, une analyse économétrique au niveau des entreprises locales. Et donc, il traite une question un peu d'actualité ou qui intéresse la RDC sur ce point. Il y a un autre article aussi, des autres articles qui sont aussi d'intérêt assez évident. C'est notamment l'article qui traite sur la question de l'effet de la Covid sur l'inflation et qui montre, par exemple, que lorsque la Covid nous parvient au début de l'année 2020, l'effet Covid a été effectivement important en termes d'accroissement des prix. On va regarder les détails par la suite. Enfin, il y a un troisième papier. Celui-là, il est relativement atypique. Évidemment, à chaque fois que vous avez des articles qui sont publiés au niveau de la revue Congo Challenge, vous avez des articles qui sont essentiellement économiques, sociaux. Ce papier-là s'intitule Variabilité thermique durant les 6 dernières décennies dans la région de Kinshasa, Afrique centrale. C'est un papier géographique. Et ce papier analyse l'évolution de la température depuis 1961 dans la ville province, dans le bassin du Congo. Et donc, il donne une masse d'informations importantes pour voir comment est-ce que l'effet de réchauffement climatique se manifeste dans notre contrée. Les quatrième articles, évidemment, je n'en dis pas grand-chose parce que vous aurez l'occasion d'en découvrir en détail la quintessence. Il sera exposé par un des auteurs de l'article. Ce numéro a également aussi reçu la signature, la main de combien de 5 referees, comme nous appelons, 5 arbitres externes. Comme on vous l'a dit, le niveau de jauge, d'évaluation des articles, c'est fait à 2 niveaux. Le premier niveau est le niveau interne à la revue, au niveau du comité scientifique de la revue, où on analyse la qualité des articles. On fait les premières remarques qu'on soumet aux auteurs. Le deuxième niveau est que lorsque le papier passe l'étape du conseil scientifique de la revue, a subi les premières remarques, que nous avons jugé la maturité suffisante pour ce papier, nous le soumettons maintenant en deuxième étape à des évaluateurs externes à la RDCJ, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'étranger, qui sont spécialistes des domaines précis relatifs à l'article en question. Et simplement, on met ça au moins 2 personnes, voire donner leurs avis. Évidemment, les avis des arbitres externes est généralement très, très dur parce qu'ils les analysent le papier de façon très méticuleuse. Ce qui fait que ça peut prendre le jeu de ping-pong entre l'auteur ou les auteurs et les arbitres externes peut prendre beaucoup de mois. Et un des éléments importants que je devais signaler, c'est que les évaluateurs externes, par exemple, ne connaissent pas les auteurs. C'est pour éviter qu'il y ait collision, c'est pour éviter qu'il y ait une certaine et relative influence. Donc, si un prix Nobel d'économie nous soumet son article, on va l'envoyer pour évaluation. Les gens qui vont lire son article, les évaluateurs externes ne savent pas que c'est un papier, par exemple, qui vient de Stiglitz, ou bien qui vient de Krugman, ou qui vient de, c'est pas moi,
le quota, ils ne savent pas. Le nom de la personne, tout ça, sont enlevés. De sorte que ça devient impersonnel et ça permet à l'évaluateur de ne pas avoir une certaine propension, ne fût-ce qu'un minimum de sentiments dans l'évaluation. Et donc on a eu par exemple 5 évaluateurs externes, notamment le professeur Roland, tous sont des profs et chercheurs. Roland Pourtier de l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne en France. Professeur Wacker de l'Université de Groningen, aux Pays-Bas. Christian Senger de Belgique Institut de Développement. Raouf Pousekin, ex-Marseille. Rodolphe Debord de Schema Business School aussi en France. Et en termes de contenu, je vais juste vous donner un petit résumé des 3 premiers articles. Et bien, le 4e, on va passer la parole à un des auteurs pour qu'il puisse nous en parler pendant 10 minutes. Le premier papier qui parle de retombées des investissements directs étrangers en RDC examine dans quelle mesure le fait d'attirer un niveau élevé d'investissement direct étranger peut influencer la productivité des entreprises locales en RDC. C'est en réalité ce qu'on recherche. Ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, sont utilisés généralement dans tout pays comme stratégie de diversification, comme stratégie d'amélioration des exportations. Pourquoi? Parce que lorsque vous invitez, vous attirez l'investissement direct étranger, il vous amène la technologie que vous n'avez pas. Et donc, qui doit permettre d'augmenter la qualité de la production, la qualité des biens et services que vous allez produire. Et donc, cet article utilise des données transversales de l'enquête sur les entreprises de la Banque mondiale et applique évidemment des techniques microéconométriques classiques pour quantifier les effets d'entraînement intra-industriel, c'est-à-dire entre industries du pays, en raison de l'interaction qu'il y a entre les entreprises étrangères et les entreprises locales. Les résultats montrent que, en général, l'investissement direct étranger a un effet positif et significatif pour les entreprises nationales au niveau de la RDC, avec cette particularité que la productivité des entreprises locales augmente. Mais on constate que cette productivité n'augmente pas aussi significativement que celle des entreprises étrangères. Donc, les entreprises étrangères gardent une productivité plus élevée par rapport aux entreprises locales. Deuxièmement, les grandes entreprises restent plus productives, mieux productives que les entreprises, les petites entreprises. Troisième constat important, c'est que les entreprises manufacturières qui sont localisées, donc il y a un effet localisation spatiale, les entreprises manufacturières qui sont localisées à Kisangani, à Matadi, à Kinshasa, affichent une productivité plus élevée que celles qui sont localisées à Lubumbashi. Ça fait des conclusions importantes au niveau de la politique industrielle, qui devrait les aider à pouvoir améliorer notamment les politiques à mener pour pouvoir donner des incitations plus importantes, notamment aux entreprises situées dans le Lubumbashi, pour étudier les raisons qui font qu'elles sont moins productives que celles qui sont sur les autres points qui ont été cités. Le deuxième article traite des effets agrégés et désagrégés de la Covid sur la dynamique des prises antérieures en RDC. Et ces papiers documentent donc les effets de la pandémie Covid sur l'évolution de la liste des prix à la consommation en RDC. Et en appliquant les tests séquentiels d'Ebaï et Perron, 2003, sur l'indice des prix à la consommation, l'auteur détecte la présence d'une rupture significative sur la trajectoire de l'inflation hebdomadaire à la 4e semaine du mois de mars 2020. Vous vous rappelez que la Covid a été annoncée en novembre 2019, mais ses effets d'entraînement dans les pays autres que la Chine
notamment en Occident, en Amérique et autres, ont commencé à être effectifs vers la fin de l'année. Et pour les pays africains, c'est beaucoup plus au premier semestre de l'année 2020 qu'on a subi cela. Et la RDC d'ailleurs a commencé à y discuter. Je veux dire, Congo Challenge a commencé à alerter le gouvernement déjà en février 2020. Et évidemment, nous avons eu la chance, Congo Challenge a eu l'opportunité de travailler avec le gouvernement pour préparer le programme multisectoriel d'urgence contre la Covid qui a été élaboré en mai 2020. Et donc, ce papier montre que, en considérant donc ce point de rupture qu'on observe déjà à la fin du mois de mars, la 4e semaine du mois de mars 2020, il montre qu'en l'absence du choc de Covid, le taux de croissance de l'indice de prix en 2020, en cumul hebdomadaire, aurait été seulement de 6,4%, alors que nous avons connu un taux d'inflation de l'ordre de 14,7%. Et donc, la part de l'inflation qui est attribuée à l'effet Covid est de l'ordre de 8,3 points de pourcentage. 8,3%. Donc 14,7 moins 6,4, ça fait 8,3%. Alors, pour évaluer les effets des agrégés de la Covid, d'une part, l'auteur a recouru au diagramme de Pareto et il montre que la crise Covid a impacté l'inflation à travers ses principales sources de variation habituelles, en amplifiant notamment les fragilités structurelles qui existent déjà, mais aussi à travers les fonctions Covid sensibles telles que la santé. Le secteur de la santé, donc les secteurs sociaux, font partie des secteurs qui ont beaucoup plus subi ces effets de la Covid. Les papiers mettent aussi en exergue les pans du marché des biens et services, qui ont été les principales sources de volatilité de l'inflation en 2020, et qui nécessitent évidemment des réformes pour renforcer leur résilience. Le troisième papier, géographique, donc, porte sur la variabilité thermique durant les 6 dernières décennies dans la région Kinshasa, Afrique centrale. En résumé, cet article analyse l'évolution, la périodicité et les anomalies thermiques observées en Afrique centrale, plus précisément à Kinshasa, pendant la période allant de 1961 à 2018. Il en découle une tendance significative à la hausse, avec des années plus chaudes qui sont apparues après les années 2000. Et l'année la plus chaude au cours des 60 dernières années en RDC, du côté de Kinshasa, c'est l'année 2018, qui a connu la température moyenne la plus élevée. Deuxièmement, 2 périodes thermiques sont observées, la période fraîche et la période chaude. Ces 2 périodes peuvent être globalement aussi considérées de part et d'autre de chacune des années ou des périodes. Alors, pendant cette période de 60 ans, on constate que la période fraîche a été celle qui part de 1961 à 1978. La période résiliente, on parle ici des résiliences, on parle de la période où la température a été relativement stabilisée, pas fraîche, pas élevée. C'est la période qui va de 1979 à 2000. Et par contre, la période chaude, c'est celle ou la sous-période chaude, c'est celle qui part de 2001, avec donc le pic en 2018. Évidemment, maintenant, la question importante qui reste, c'est de pouvoir décomposer cette analyse pour aller dans certains détails. Regardez par exemple les effets de du réchauffement, quelles pourraient être les prochaines tendances de l'évolution de la température si rien n'est fait. Et si par contre il y a des politiques qui permettent d'agir dans le sens de réduire le réchauffement climatique,
comment est-ce qu'il pourrait se positionner l'évolution, la trajectoire de la température dans la ville de Kinshasa. Voilà donc sur les trois papiers. Premier papier, je vais donc passer la parole pour le quatrième papier à un des auteurs qui traite du papier sur la stabilité macroéconomique, le développement financier et croissance économique en RDC pour la période 1990 jusqu'en 2019. Et le deuxième auteur, évidemment, est à sa droite. Vous avez l'opportunité de voir. C'est parmi nos jeunes chercheurs. Vous savez qu'il y a des rigueurs de recherche et de publication. Par exemple, un assistant premier mandat ne peut pas publier un article dans une revue de renom, même si son papier est très bon, pour la simple et bonne raison que la revue n'a pas confiance en lui, en sa qualité. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez par exemple que le niveau de production scientifique au niveau de notre pays est relativement bas dans les universités, c'est parce que le professeur ne tire pas les jeunes chercheurs vers le haut. Ces jeunes chercheurs doivent publier conjointement avec les seniors, de manière à apprendre à écrire. C'est ça l'exercice scientifique. Et c'est ce que fait Congo Challenge, d'essayer donc de tirer les jeunes chercheurs qui sont là, qui veulent écrire, ils amènent leur papier. Si leur papier est bon, on les adjoint de chercheurs seniors pour leur permettre de les guider, les aider maintenant à renforcer, à densifier l'article afin qu'il soit publiable. Et maintenant, dès qu'ils ont pris la main, maintenant ils peuvent progresser à grande vitesse pour aller plus loin dans les domaines scientifiques. Je donc passe la parole à Alexandre Choui pour présenter ce papier. Merci. L'article que nous avons proposé dans ce numéro de la revue Congo Challenge est intitulé Stabilité macroéconomique, développement financier et croissance économique en République du Congo pour la période qui va de 1990 à 2019. Sa rédaction est partie d'un constat au niveau de la littérature, et que la littérature macroéconomique établit un lien entre le développement financier et la croissance économique. Et ce lien est très fort dans plusieurs pays développés parce que la finance y est développée. Et donc par là, le développement financier joue un rôle important dans les ressorts de la croissance économique. Mais nous avons eu, en tant qu'analystes, à nous poser une question, c'est de savoir si l'environnement macroéconomique n'était pas un élément qui conditionne également les performances du secteur financier, étant entendu que les ménages qui épargnent attendent une rémunération, et cette rémunération est valorisée en termes réels. Et cette valorisation passe par le comportement des prix intérieurs, donc le niveau de l'inflation. Et comme c'est un élément qui relève de la stabilité de l'état macroéconomique, on s'est demandé si l'état du climat ou de l'environnement macroéconomique ne serait pas un indicateur important à prendre en considération dans l'analyse. Et donc nous sommes posés de construire un modèle de croissance économique qui met en relation le développement financier et la croissance économique en tenant compte de l'environnement ou de l'influence de l'environnement macroéconomique. Donc ce modèle nous montre que les décisions ou les arbitrages que font les agents économiques entre le présent et le futur dépendent également du comportement des principaux indicateurs macroéconomiques qui sont le taux d'inflation, le taux de change, la position extérieure nette. Et en intégrant donc ces éléments dans le modèle, ça nous avait montré que dans un environnement de forte instabilité macroéconomique, il est difficile que le développement financier puisse jouer le rôle de catalyseur comme la théorie l'indique. Et ensuite, nous avons pris le soin de regarder ce que l'histoire de la RDC renseigne, du moins sur la période qui va de 90 à 2019. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a deux grandes tendances qui apparaissent. La première tendance, c'est celle qui couvre la période allant de 90 à 2001. Durant cette période, l'économie congolaise a connu une croissance négative. Et durant la période, le secteur financier congolais est totalement déboussolé. Et durant cette période, les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge. Donc tout porte à croire qu'il existe une relation entre ces trois comportements observés. Et nous avons donc voulu interroger les données de la période pour voir si l'instabilité macroéconomique a eu une incidence négative sur le développement financier et également sur la croissance économique. La deuxième période, c'est celle qui va de 2002 à 2019. Et durant cette période, on a remarqué que le pays a connu une amélioration de ses indicateurs macroéconomiques parce qu'on a cassé l'hyperinflation.
l'inflation a baissé et avec l'Europe, l'inflation était même localisée à un niveau inférieur à 2%. Et pendant cette même période, la croissance économique a eu à reprendre, à un moment s'est consolidé. Et enfin, on a également observé durant cette même période que le secteur financier a connu un développement assez impressionnant au regard du nombre d'institutions financières qu'il y a dans le pays, au regard du volume de transactions financières réalisées, mais également du total d'actifs dans le secteur financier national. Donc tous ces éléments nous ont amené à croire aussi qu'il serait important de chercher à établir l'existence d'une relation positive entre la stabilité macroéconomique, le développement financier et la croissance économique. Alors, tenant compte de la nature et de la qualité des données en présence, nous avons eu à examiner les grandes tendances et nous sommes rendus compte qu'il y avait effectivement un point de rupture sur toute la période qui concerne l'étude. Donc, de 1990 à 2001, on a une tendance, de 2002 à 2020, une nouvelle tendance. Et ça nous amène à sélectionner quelques outils d'analyse pour pouvoir capter cette dynamique du comportement des produits qu'on laisse sur la période considérée. Nous avons donc utilisé un modèle à retard échelonné pour voir un peu comment est-ce que les effets s'orchestrent dans le temps pour expliquer les tendances observées. On a également utilisé un modèle à rupture pour essayer de montrer qu'il y avait une cassure à un moment donné qui a modifié la trajectoire de l'économie. Donc, les outils économétriques nous ont permis par la suite d'établir qu'effectivement, il existe une relation entre le développement financier et la stabilité macroéconomique. Donc, les efforts du gouvernement à bâtir la stabilité macroéconomique sont importants pour pouvoir aider le pays à avoir un système financier en développement et qui, par la suite, pourrait jouer un rôle important car le système financier permet non seulement de collecter l'épargne, mais aussi pouvoir la canaliser de manière utile pour garantir des gains de productivité, ce qui fait justement la croissance dans le long terme. Et donc, nous sommes arrivés à cette conclusion et nous avons également montré dans la liste que la qualité institutionnelle était un élément très important parce que le secteur financier congolais qui était mort dans les années 90 a eu à renaître à la suite d'un ensemble de réformes que j'ai menées. Mais il fallait que ces réformes puissent donc avoir une essence très forte pour que ça puisse donner un effet relais ou un effet de transmission, ce qu'on appelle les leviers à la croissance économique. Et les estimations ont montré que oui, les réformes ont joué un rôle positif, mais malheureusement ce rôle est très faible. Et cela est vrai dans la mesure où aujourd'hui, c'est vrai que le secteur financier a repris, le volume de transactions a augmenté, mais les crédits à long terme sont quasi inexistants en RDC. La plupart des crédits octroyés par le secteur financier sont de court terme, ce qui a une incidence limitée sur les perspectives de croissance dans le long terme. Et donc cela appelle donc à une nouvelle vague de réformes dans le secteur financier. Il faudrait donc que les autorités de la RDC, le gouvernement, ainsi que la Banque centrale puissent voir comment mettre en place une nouvelle génération de réformes pour permettre au secteur financier de jouer pleinement son rôle de relais à la croissance économique. Mais cela suppose donc une certaine innovation dans la façon de faire, mais aussi la sécurité. Parce que si la stabilité macroéconomique n'est pas durable, les opérateurs économiques ne seront pas confiants, surtout les opérateurs financiers. Et ils auront du mal donc à s'engager pleinement. Et donc le taux de remploi des institutions financières sera toujours faible en RDC. Donc il y a quand même une série de réformes engagées. Donc c'est ça en fait le grand message qui a été diffusé à travers ce papier. Et nous pensons que si la Banque centrale et vraiment à travers le ministère des Finances prenait la question en charge, on pourrait espérer voir les perspectives de croissance économique s'améliorer dans le pays et se consolider dans la durée. Voilà en fait vraiment ce que nous avons eu à apprendre dans ce papier. Merci beaucoup. Merci, cher journaliste, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous rappelons que la revue elle est disponible en version papier comme en version dématérialisée. En version papier, elle est disponible dans le locaux de Congo Challenge. Vous pouvez vous en disposer, et ainsi que toutes les différentes bibliothèques qui sont partenaires, à qui nous avons envoyé des revues, ainsi que certaines librairies de la place. Et sur le site Internet, vous pouvez visiter le site rcc.cd. RCC, c'est un peu comme Revue Congo Challenge, donc rcc.cd. Et si vous accédez, il y a aussi possibilité de télécharger soit par article ou soit le numéro entier. Voilà un peu pour mon mot de clôture. Oui, évidemment, ce n'est pas gratuit. Voilà. Et mais c'est gratuit pour nous. Pour vous, c'est une libéralité. C'est déjà. Voilà, parce qu'il faut soutenir justement tous ces chercheurs qui
qui font ce travail de qualité. Voilà pour mon mot de la fin. Merci encore une fois de votre visite et je pense qu'on se reverra très prochainement pour le quadrimestriel qui viendra, sauf imprévu, au mois de septembre, donc le mois prochain. Et on se reverra en janvier, comme le professeur l'avait dit, pour le deuxième numéro du volume 3. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants, merci à vous également, chers amis de la presse. L'objectif, comme on l'a dit, c'est de relayer toutes ces informations pour que la population puisse aussi comprendre la température économique. Ce sont des articles publiés, mais pour que les gens puissent comprendre la marche économique du pays, que justement c'est fait, que ce soit pour nous, la population, mais également pour les décideurs. Et nous, la presse, nous allons jouer justement ce rôle de relayer ces informations. Donc, merci, on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir.